Les habitudes sont une grande partie de ce que nous sommes. Ce ne sont pas seulement de simples actions. Ce que nous faisons habituellement représente une grande partie de tous nos comportements. En fait, on estime même que 70% de notre comportement éveillé est constitué d'un comportement habituel. Les gens sont évidemment très variables dans la formation des habitudes. Si vous ne pouvez pas former une habitude facilement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en former d'autres facilement. Il faut normalement 21 jours pour former une habitude. Certains disent 18, d'autres 21. Certains parlent même de 30 jours, voire même encore de 60 jours. Est-ce que ça dépend de l'individu ou bien est-ce que ça dépend de l'habitude à mettre en place ? Une première réponse a été apportée dans une étude publiée en 2010 qui a montré que pour apprendre la même habitude, il faut en réalité entre 18 et 254 jours selon les individus. Donc ce que j'aimerais faire avec vous, c'est prendre la littérature scientifique sur la façon dont le système nerveux apprend et s'engage dans la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter, et l'appliquer à la formation d'habitudes, au maintien des habitudes, et à la façon de rompre certaines habitudes. J'aimerais commencer par vous donner un outil particulier issu de la recherche en psychologie. Il faut comprendre quelque chose de simple. À chaque fois qu'une habitude est répétée, de petits changements se produisent dans les mécanismes cognitifs et neuronaux associés à la mémoire procédurale. Je vais rapidement vous parler de ce qu'est la mémoire procédurale. Dans les neurosciences de la mémoire, on fait la distinction entre la mémoire épisodique et la mémoire procédurale. La mémoire épisodique, c'est la capacité de se souvenir d'événements personnels passés, par exemple des expériences vécues ou des événements spécifiques, alors que la mémoire procédurale, elle consiste à garder à l'esprit la séquence spécifique de choses qui doivent se produire pour qu'un résultat particulier arrive. Ça peut être par exemple une recette, ou un protocole, ou dans le cas de l'exercice physique, des séries et des répétitions, ou encore la manière dont vous avez appris à faire du vélo. Et ce qui est très clair, c'est que pour quiconque essaie d'adopter de nouvelles habitudes, il sera très utile de se mettre dans l'état d'esprit de la mémoire procédurale, pour surmonter cette barrière qu'on appelle friction limbique. En 2 mots, la friction limbique, c'est la résistance à accomplir une tâche. Et comment on fait pour surmonter cette barrière ? En fait, un simple exercice de visualisation fonctionne. C'est même pas nécessaire de le faire les yeux fermés. Souvent, on entend des choses comme « pensez à vous asseoir, les yeux fermés, essayez vraiment de visualiser quelque chose ». Dans ce cas-là, c'est pas du tout nécessaire. Il peut simplement s'agir, si vous décidez d'adopter une nouvelle habitude, de penser à la séquence très spécifique d'étapes qui est nécessaire pour exécuter cette habitude. Je vous donne un exemple. Supposons que je veuille prendre l'habitude de préparer un café à ma copine tous les matins. Ce que je ferais, c'est que je réfléchirais à chacune des étapes, j'irais dans la cuisine, je mettrais la machine à café en marche, je prendrais la capsule, etc. Je suivrai chacune de ces étapes du début à la fin. Il s'avère que ce simple exercice mental amène les gens à être beaucoup plus enclins à prendre cette habitude régulièrement. Pas seulement la première fois, mais au fil des jours et des semaines qui suivent. La littérature à ce sujet est vraiment très importante et personnellement je trouve ça très impressionnant qu'une simple visualisation nous permette aussi facilement d'intégrer une nouvelle habitude. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous un deuxième outil qui, d'après moi, est peut-être le plus puissant pour acquérir de nouvelles habitudes et s'y tenir. Et l'outil auquel je fais référence, c'est ce qu'on appelle le task bracketing en anglais. Ce qu'il faut savoir sur le task bracketing, c'est que les circuits neuronaux qui y sont associés sont fondamentalement les circuits neuronaux qui vont vous permettre d'apprendre n'importe quel nouveau type d'habitude ou de vous défaire de n'importe quelle habitude que vous aimeriez perdre. Dans notre cerveau, on a un ensemble de circuits neuronaux dans ce qu'on appelle les ganglions de la base. Et ces ganglions de la base, ils sont impliqués dans l'exécution de l'action, c'est-à-dire faire certaines choses, et dans la suppression de l'action, c'est-à-dire ne pas faire certaines choses. Dans la recherche, on parle de go pour faire et de no-go pour ne pas faire certaines choses. Et évidemment, dans la vie, certaines personnes ont beaucoup de circuits de type no-go qui sont très robustes et ils ont plus de mal à se mettre en action, et certaines personnes ont un équilibre parfait entre les deux. Le task bracketing implique un ensemble particulier de circuits neuronaux dans les ganglions de la base et ces circuits particuliers dans notre cerveau sont consacrés au cadrage des événements qui se produisent juste avant et au moment où on lance une habitude et juste après et au moment où on met fin à une habitude. Plus simplement, ces circuits ils agissent comme une sorte de marqueur pour l'exécution de l'habitude mais pas pour l'exécution de l'habitude en soi. Et ça c'est très important parce que le task bracketing c'est ce qui sous-tend le fait qu'une habitude sera dépendante du contexte ou non, qu'elle sera forte ou non et susceptible de se produire même si on n'a pas bien dormi la nuit précédente, même si on est distrait, même si on n'a pas forcément envie de faire quelque chose, ou même si on est complètement submergé par d'autres événements. Si les circuits neuronaux chargés du task bracketing sont profondément ancrés en nous, qu'ils sont très robustes face à une habitude particulière, alors il est probable qu'on ira effectuer cette habitude quoi qu'il arrive. Par exemple, nous nous brosserons les dents quoi qu'il arrive. En fait, le brossage de dents est même un très bon exemple, car pour la plupart des gens, même si vous avez une nuit de sommeil épouvantable, même si tout va mal dans votre vie, il y a de fortes chances, même si vous êtes très déprimé, que si vous partez au travail, vous continuerez à vous brosser les dents le matin. Par contre, vous êtes probablement moins enclin à adopter des habitudes particulières que vous jugez pas nécessaires. Et si vous y réfléchissez bien, vous brossez les dents, faire de l'exercice, manger des aliments particuliers, peut-être vous engager socialement dans une certaine manière, c'est vous qui placez de la valeur sur ce qui est essentiel ou non et sur ce qui est négociable ou pas. Donc le task bracketing crée une empreinte neuronale, une sorte d'empreinte digitale dans votre cerveau qui dit
Cette chose particulière doit se produire à ce moment précis de la journée, à tel point que ça devienne un réflexe. Si c'est évidemment important de penser à la séquence d'événements nécessaires pour adopter un nouveau comportement, à l'exercice de visualisation de la mémoire procédurale dont je vous ai parlé tout à l'heure, il existe également un moyen d'orienter votre système nerveux vers ce processus de task bracketing, de sorte que votre système nerveux soit modifié ou orienté vers l'exécution d'une habitude donnée. C'est un peu comme si on échauffait notre corps à faire de l'exercice. En fait, lorsque le striatum dorsolatéral est engagé, votre corps et votre cerveau sont préparés à exécuter une habitude. Et vous pouvez ensuite choisir consciemment l'habitude que vous voulez exécuter. Si vous envisagez d'adopter une nouvelle habitude ou si vous essayez de vous défaire d'une habitude, il est très utile de penser non seulement aux aspects procéduraux de ce que vous allez faire, mais aussi aux événements qui précèdent et suivent cette habitude particulière et l'exécution, ou tout du moins l'effort d'exécution de cette habitude. Ce que vous faites en réalité, c'est que vous braquez une sorte de projecteur sur une période de temps ou un ensemble d'événements auxquels la dopamine peut être associée. Je vous donne un exemple concret très simple, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi. Disons que je suis quelqu'un qui a du mal à faire ses 30 à 60 minutes d'exercice cardiovasculaire en milieu de matinée. Ce que je devrais faire, c'est anticiper positivement le début et la fin de cette séance, n'est-ce pas? Je pense donc à m'appuyer sur l'effort pour sortir et faire cette séance de cardio, et je devrais penser à ce que je vais ressentir aussi après. Il ne s'agit donc pas seulement de penser au bien-être que je vais ressentir après, mais aussi de penser à la difficulté de la tâche au début et d'essayer de me récompenser subjectivement pour l'ensemble de l'expérience. En d'autres termes, il faut commencer à récompenser l'enchaînement des tâches en plus de l'exécution de l'habitude elle-même. Et ça, c'était le deuxième outil. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un outil spécifique qui vous permettra de rompre vos mauvaises habitudes. Dans ce cas précis, il s'agit de saisir la séquence d'événements qui a conduit à l'exécution de la mauvaise habitude, mais aussi de profiter du fait que les neurones responsables de la création de cette mauvaise habitude étaient actifs il y a quelques instants pour adopter un nouveau comportement de remplacement immédiatement après. C'est vraiment intéressant et je pense que c'est très puissant parce qu'on pourrait d'abord penser qu'en fait on doit adopter un comportement de remplacement qui remplace effectivement la mauvaise habitude et que pour ça il faudrait pouvoir identifier l'état d'esprit et la séquence d'événements qui a conduit à cette mauvaise habitude. Mais en fait, la phase ou la période qui suit immédiatement l'exécution de cette habitude est une occasion unique d'insérer un type différent de comportement, ce qu'on appelle un comportement adaptatif, et il peut s'agir de n'importe quel comportement qui ne s'assimile pas du tout au mauvais comportement. Encore une fois, prenons un exemple. Vous essayez de vous concentrer sur votre travail, vous prenez votre téléphone et vous êtes déçu d'avoir pris votre téléphone car c'est une mauvaise habitude qui vous empêche de vous concentrer sur votre travail. Vous pouvez bien sûr vous contenter d'ignorer la situation ou de vous réengager dans le comportement professionnel, mais si vous étiez doué pour ça, vous l'auriez probablement déjà fait. Et ce qui s'avère en fait très efficace, c'est de s'engager dans une autre habitude positive, ce qui a deux effets majeurs. Le premier, c'est que vous commencez à lier dans le temps l'exécution d'un mauvais comportement avec celui d'un autre bon comportement. Et le second, c'est que vous avez l'impression d'être en train de faire une erreur. Et en ayant cette impression, vous commencez à recruter d'autres circuits neuronaux, d'autres neurones qui pourraient commencer à démanteler la séquence associée au mauvais comportement. En d'autres termes, vous commencez à créer une sorte de double habitude qui commence par une mauvaise habitude et se termine par une bonne habitude. Et ça semble créer un décalage temporel suffisant pour que vous puissiez reconnaître lorsque vous vous dirigez vers la mauvaise habitude. Je sais que c'est un peu compliqué, donc je vais essayer de rendre ça très concret. Disons que le comportement consiste à prendre son téléphone par réflexe. Vous faites ça, vous vous dites « Oh purée, je l'ai encore fait ». À ce moment-là, ce que vous devriez faire, c'est le poser et vous engager dans un autre comportement que vous jugez positif. Alors là, évidemment, c'est très subjectif, donc c'est difficile pour moi de vous donner un exemple qui soit compréhensible pour tout le monde. Mais imaginons que vous travaillez sur l'hydratation, vous pouvez boire directement un verre d'eau. Si vous travaillez sur votre respiration, vous pouvez essayer de faire un travail sur la respiration. Si vous êtes en train d'apprendre une langue, vous pouvez prendre 5 minutes directement après la mauvaise habitude pour travailler votre vocabulaire. Chacun, évidemment, trouvera sa propre habitude positive à placer ici. Ce qui est important, c'est de quitter littéralement ce que vous êtes en train de faire et vous adopter immédiatement cette nouvelle habitude positive. Tout de suite après, même pour une courte période. Et normalement, en utilisant ces 3 outils, vous devriez être capable très rapidement de former de nouvelles habitudes, de les maintenir et, si nécessaire, de rompre les mauvaises habitudes.